Bonjour. La dernière fois, j'avais donc entamé une partie 1.4 qui portait sur les jeux et les conflits paradoxaux. Je vous avais notamment parlé de l'analyse transactionnelle. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous parler de l'école de Palo Alto. Je suis toujours dans les sources psychologiques du conflit. Alors, l'école de Palo Alto a développé une approche très originale. C'est une approche systémique. Et cette approche, elle travaille sur l'ensemble des interactions qui relient différents éléments et qui forment un système. L'approche est bien systémique. Alors, qu'est-ce qu'un système? Si je m'appuie sur la définition la plus simple que l'on peut trouver du système, je dirais la chose suivante. Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction les uns avec les autres, de telle sorte qu'une modification de l'un des éléments du système provoque une modification de l'ensemble des éléments qui composent le système. Donc il suffit dans un système qu'un élément bouge, se transforme, évolue, pour que les autres éléments du système évoluent. C'est ce qu'on appelle un effet systémique. Alors quelles sont les caractéristiques principales d'un système? Un système est structuré tout d'abord, il a des limites qui le séparent de son environnement externe, il est composé en fait d'éléments qui sont reliés entre eux par un réseau de communication, mais le système a des frontières. Deuxièmement, le système peut se décrire de manière fonctionnelle, le système a des fonctions et ces fonctions sont assurées par des flux et des échanges d'informations. Et puis troisièmement, un système est en communication avec son environnement. Certes, le système a ses frontières, mais il est en étroite relation avec son environnement. Il reçoit des inputs de son environnement, il y a des entrées, et il génère des outputs, c'est-à-dire qu'il y a des sorties des résultats. Voilà, ça c'était un... J'ai voulu faire ces quelques rappels concernant la systémique. Je reviens maintenant à la spécificité de l'école de Palo Alto. Les théoriciens de l'école de Palo Alto ont appliqué en fait cette approche aux communications humaines. Les chercheurs de l'école de Palo Alto considèrent donc que les individus sont des éléments d'un système plus vaste, d'un ensemble plus vaste que constitue le système justement. La notion clé, c'est la notion d'interaction, car c'est à travers cette notion que l'on va étudier le comportement des éléments, partie prenante dans le système. Donc, dans le cadre d'une approche systémique, les flux, c'est-à-dire les échanges d'informations, les interactions qui ont lieu entre les éléments du système sont plus importants que les caractéristiques, que les attributs de chacun des éléments qui composent le système. Donc, quand on adopte un raisonnement systémique, on va plus s'intéresser aux interactions qui existent entre les éléments du système qu'à chacun des éléments du système pris individuellement. Les travaux de Bateson ont notamment porté dans les années 50 sur la famille. Bateson considère que toute famille est un système et l'on va pouvoir appliquer cette grille de lecture à la famille prise comme un système. Dire que la famille est un système revient à voir chacun de ses membres comme les éléments d'un système structuré, la famille. Dès lors, le comportement de chacun des membres d'une famille ne peut se comprendre qu'au travers de sa dépendance vis-à-vis des comportements des autres membres de la famille. Autrement dit, pour comprendre par exemple le comportement des enfants, il faut comprendre le comportement des adultes, des parents. Pour comprendre le comportement des parents, il faut aussi dans une certaine mesure comprendre le comportement des enfants. Il y a des interactions entre les différents éléments qui composent le système. Tout est relié. Enfin, comme tout système, un certain nombre d'actions, donc de comportements, ont pour but de maintenir la famille telle qu'elle est et d'éviter sa dissolution. Et puis, à contrario, d'autres actions visent parfois à faire évoluer le système familial. Alors, cette approche systémique, elle est en fait, dans les années 50, elle est
Elle est très novatrice par rapport notamment aux travaux classiques qui existent en psychiatrie ou en psychanalyse, parce que ça veut dire, cela signifie que ce n'est pas dans une famille tel ou tel individu qui ne va pas bien et qui est malade sur le plan psychique, qui est mis en avant par Bateson, mais c'est la famille qui a besoin de produire tel malade pour se maintenir et éviter la dissolution. Le malade devient, à travers cette perspective, le symptôme du système familial. Le malade est le produit du système. C'est en fait la communication entre les membres de la famille qui est pathologique pour Bateson, et c'est cette pathologie qui existe au niveau de la communication qui va produire un malade. La communication dysfonctionne à l'origine, et c'est bien ça le problème. Alors on retrouve en fait des phénomènes similaires dans les organisations, à travers les phénomènes de bouc émissaire. Cela a été bien étudié par exemple par un chercheur français en sciences de gestion qui s'appelle Paul Meyer, qui a consacré une partie de ses travaux sur l'évitement des problèmes dans les organisations. Le fait d'avoir un bouc émissaire permet offre en fait, c'est la théorie de la victime expiatoire. Cela permet de désigner une victime à la vindicte populaire. Voilà pour l'école de Palo Alto. Donc c'est très intéressant de constater que ces deux courants de pensée, l'analyse transactionnelle et l'école de Palo Alto, elles ont toutes les deux pour point commun leur intérêt finalement pour les jeux. Dans tous ces cas de figure, il s'agit de jeux piégés. Les théoriciens de l'école de Palo Alto, comme les théoriciens de l'analyse transactionnelle, se sont intéressés aux paradoxes et aux jeux piégés. Dernier point concernant spécifiquement l'école de Palo Alto, les chercheurs de l'école de Palo Alto ont beaucoup travaillé sur les différentes formes de la communication. La communication peut être appréhendée selon eux à un double niveau, à un niveau digital et à un niveau analogique. À un niveau digital, cela renvoie au message qui est effectivement émis si l'on s'en tient au discours, aux mots. La communication digitale renvoie donc au contenu de la communication. En ce moment, je vous parle, je suis en train de faire passer un message, ce message a un contenu. Donc cette communication digitale, elle passe par le langage, elle passe par le registre verbal, il s'agit du contenu de la communication. Mais, nous disent les chercheurs de l'école de Palo Alto, à côté de la communication digitale, il existe la communication analogique qui concerne, elle, la relation au moment même où la communication digitale est émise. C'est-à-dire qu'en tant qu'émetteur, je transmets un message, je transmets un contenu, mais en même temps, je communique d'une autre manière. Et cette communication analogique, elle passe essentiellement par deux registres. Tout d'abord, le registre non verbal qui concerne le comportement, la gestuelle, la manière d'occuper l'espace, etc., etc. Et d'autre part, elle passe par le paraverbal, tout ce qui concerne la voix, le rythme, l'intonation, le débit. Le non-verbal et le paraverbal sont des aspects essentiels de la communication humaine. Alors, les chercheurs de Palo Alto nous disent qu'il peut y avoir des divergences entre la communication digitale et la communication analogique. Toute divergence va avoir pour effet de créer une tension, un malaise, voire un conflit. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un patron avec sa secrétaire. Si le patron dit à sa secrétaire « Je suis ravi de voir que vous êtes à l'heure », en regardant sa montre d'un air totalement exaspéré, parce qu'il est 9h05 alors que sa secrétaire aurait dû arriver à 9h, la secrétaire saisit parfaitement qu'il s'agit d'une remontrance, alors même que le contenu du message est a priori positif. Je suis ravi de voir que vous êtes à l'heure. Mais ce qui compte, c'est le non-verbal et le paraverbal. Ce qu'elle saisit en fait, c'est la communication analogique. Ici, il y a bien une discordance, une dissonance entre la communication digitale et la communication analogique. Mais dans certains cas, la discordance peut aller jusqu'au paradoxe, c'est-à-dire que l'on envoie deux messages contradictoires en même temps. Alors là, le malaise s'installe et une des parties se trouve littéralement pris au piège.
reprenons notre exemple du patron avec sa secrétaire. Le patron va dire à sa secrétaire « Je suis ravi de voir que vous êtes à l'heure. De toute façon, souvenez-vous que le plus important pour moi, c'est que vous soyez autonome. C'est là-dessus que je vous noterai. Décidez de vos horaires indépendamment de moi. Mais enfin, bon Dieu, faites quand même un effort !» Cette situation, en fait, elle recèle un double message. Elle est profondément paradoxale. Il s'agit d'une double contrainte. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de sortir de ce piège? Est-ce qu'il est possible de sortir de cette double contrainte? On ne peut pas être à la fois autonome et étroitement subordonné à son patron. Il y a une contradiction dans cette situation. Alors pour sortir de ce piège, il faut être capable de métacommuniquer, c'est-à-dire de communiquer sur la communication, de communiquer sur la relation et sur le positionnement de chacun. Mais, pour ce faire, il faut avoir conscience, 1, que la communication est piégée, il faut prendre conscience du piège dans lequel on se trouve, et 2, il faut être en mesure de métacommuniquer, c'est-à-dire il faut être en mesure de communiquer sur la relation. Or, quand on est dans une relation hiérarchique, c'est parfois très difficile. 2 remarques en guise de conclusion concernant l'analyse transactionnelle et l'école de Palo Alto. Ces 2 écoles décrivent toutes les 2 des situations qui enferment les individus dans des échanges sans solution de négociation, car ces échanges sont piégés. Et c'est bien là le problème. Dans les entreprises, ces jeux, les jeux dont j'ai parlé, sont extrêmement nombreux et sont caractérisés par le fait qu'il est très difficile de dire qui est coupable, qui ne l'est pas. C'est très difficile de trouver une solution parce qu'on a du mal à dire où est le problème. Et donc dans ces cas-là, le conflit a évidemment toutes les chances de se perpétuer. Donc on voit bien l'intérêt de ces 2 courants, l'analyse transactionnelle et l'école de Palo Alto, qui permettent de comprendre pourquoi à un moment donné la communication humaine peut dysfonctionner et comment cela peut induire des conflits dans les relations interpersonnelles. La prochaine fois, je vous parlerai très rapidement de la théorie de l'apprentissage social et j'en aurai terminé pour ma partie sur les sources psychologiques du conflit. Au revoir.